Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau one-shot d'horreur, alors que nous enregistrons ce soir et que vous pouvez écouter dès maintenant un épisode de Call of Toulouse. Et nous sommes accompagnés de nos habitués. Je sais bien, hein, j'essaie d'être effrayant, ça marche pas. Sérieux, ton bruit de fantôme, il est hot. Là. Ouais. C'était brillant. Ouais, attends tantôt. Et je suis accompagné de mes collègues habituels, c'est-à-dire Francis, Félix et Annabelle. Et nous avons un invité très spécial aujourd'hui. Nous avons avec nous Charles Beauchesne. Ouais! Allô. Charles. Bonjour tout le monde. Allô, Charles. Comment ça va, Charles? Ça va très très bien. J'ai une jolie petite journée relax, pleine de petits plaisirs, que je suis maintenant galvanisé d'énergie et prêt à être terrifié, perdre foi en la vie et jouer un gars qui devient progressivement fou à cause d'entités interstellaires qui se crissent de toutes. Ben, c'est parfait. C'est pas ça ce qu'on fait ce soir, right? Ça peut Oui, ouais. c'est exactement ça qu'on fait ce soir. Ben, tant mieux. Merci d'être avec nous. C'est très apprécié d'avoir... Plus que jamais prêt à être un pion insignifiant dans la grande mathématique de l'univers au-delà de notre compréhension. Pas de bon sens. Il dit mieux que je pourrais le dire. Mais c'est parfait. Cool. Merci encore d'être là. Merci aux personnes qui écoutent présentement l'épisode. C'est très apprécié. Laissez un commentaire si jamais vous voulez qu'on en fasse d'autres et tout. Si vous avez apprécié à toute fin, je vais faire un petit rappel pour ça. Mais tout de même, je vais le dire dès maintenant. Et bien sûr, je vais le dire tout de suite aussi. Charles, voyons, qu'est-ce que je voulais dire donc? Les pires moments de l'histoire, nouvelle saison, ça s'en vient? Ça s'en vient. J'y travaille progressivement. Là, on est encore à l'écriture de nos épisodes, mais il y en a qui sont envoyés à la révision. Fait que, mettons qu'on enregistre ça au mois d'août, pas avant le mois de novembre prochain. Mais okay. Comme à chaque année, d'ailleurs, c'est tout le temps la même affaire. On essaie toujours de faire ça plus vite, puis finalement, le processus nous dicte que c'est là qu'il faut sortir ça. Mais ça réussit bien de toute façon, parce que c'est vraiment excellent, puis... chapeau pour la direction de toute l'équipe, toi, puis les recherchistes, là, c'est vraiment... Ah, puis les co-auteurs aussi, là. On est trois à écrire cette affaire-là. Là. Nice. Ça donne envie de prendre son temps et de bien le faire. Ouais. Ben oui. Et le résultat est là. D'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas écouté, je vous conseille fortement d'aller voir Les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne et de se préparer, pour la prochaine saison, qui va être probablement cet automne, en novembre. Donc, messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts à commencer à mourir? Mais on parlera pas du tout du fait que Charles est aussi le meilleur ambassadeur de relish de l'histoire de l'humanité. Ben, on peut jaser de ça, là, mais les gens ont officiellement commencé à m'appeler Monsieur Relish, là. Je suis devenu ce gars-là. Wow, ok. Ça, là, ça va me poursuivre jusqu'à la pierre tombale, là. J'ai signé un pacte avec le diable. C'est sûr que oui. Bon, ben, je vais passer ça sous silence pour le reste. J'avais 26 blagues de préparer, je vais les laisser faire. Libre à toi, tu ne serais pas le premier. Ni le dernier, manifestement. C'est tout. C'est beau, Pépé. J'ai amené mon seul point l'autre jour. Parfait. Merci, Félix. Donc, on va commencer ça, mes chers amis, dans une partie de Call of Toulouse. Mais ce soir, nous n'utilisons pas le système officiel de Call of Toulouse. Nous utilisons le système de Toulouse Hack, dont j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne, qui est accessible, qui est une version un peu plus light de Call of Toulouse, plus je trouve qu'il se porte bien pour des one-shots d'un soir. Donc, on commence ça à l'instant présent. Vous pouvez imaginer un peu une caméra à vol d'avion qui survole une vallée pas enneigée, mais peut-être un peu des petits bancs à gauche et à droite, des petites taches blanches qui peuvent se faire voir à une certaine distance, mais une vallée qui est quand même très brumeuse, entourée d'arbres, des grandes forêts très épaisses. Disons, quelque part à quelques kilomètres de Boston. Et dans cette vallée, on peut apercevoir une ville scindée en deux par un très grand fleuve. Et cette ville qu'on nomme maintenant Arkham, qui est coupée par le fleuve Miskatonic, qui porte c'est également le même nom que porte aussi la vallée du Miskatonic, ainsi que l'université de cette prestigieuse ville
qui compte plusieurs milliers d'habitants. Une ville reconnue pour sa belle architecture anglaise, qui fait la beauté des alentours de Boston, bien sûr. Un endroit où le climat de la région est assez capricieux. Les orages sont fréquents en été et en automne, et les tempêtes hivernales sont parfois violentes. Les températures varient beaucoup. Ça peut monter dans les 29 degrés en été, moins 12 en hiver. Un endroit où les gens vivent leur petite vie quotidienne du lundi au vendredi. Samedi, prennent ça tranquille. Le dimanche, bien sûr, le jour du Seigneur, où nous allons tous à l'église pour pouvoir expier nos péchés et penser au quotidien. On se retrouve dans cette petite vallée, au cœur de cette petite ville, non loin de la rue principale, où il y a un petit café, où on peut apercevoir une petite affiche peut-être brunâtre avec le dessin d'une petite tasse renversée un peu sur le côté. Et bien qu'on peut ne peut pas apercevoir au moment présent le nom de l'endroit parce qu'il y a eu très récemment une tempête hivernale qui a fait en sorte que l'écriture est tout boueuse encore. Et c'est en cette fin du mois d'octobre, alors qu'on peut apercevoir la même caméra rentrer à l'intérieur du petit café, qu'on voit ces 10 individus assis autour d'une table ronde, des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé ensemble, mais qui ont tous un point en commun, c'est-à-dire la criminalité. Je vais demander à Francis de me décrire son personnage, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, tu dis qu'on est assis autour d'une table, dans le fond. Oui. OK. Exactement. Vous voyez sûrement un homme, peut-être mi-quarantaine. Il a l'air très nerveux, là, il tapote sur ses genoux, là, puis il semble être anxieux, puis attendre, puis il a une belle petite moustache, un beau petit chapeau. Il porte pas des très beaux habits, là, un peu abîmés, un peu sales. Vous voyez qu'il passe probablement beaucoup de temps dehors, même avec le temps froid. Puis il a l'air un petit peu nerveux, là, puis c'est ça, là, il s'appelle Bill Raccoon Smith. Parfait. Et à côté de Bill Raccoon Smith, qui est-ce qu'on peut apercevoir? Je lance la balle à la personne qui veut bien la prendre. Je veux bien, moi, la prendre. Je veux bien la prendre. À côté de Bill Raccoon, on a un individu. Si on pouvait décrire l'homme descend du singe, il en serait probablement un petit raccourci. Ses traits sont plus animal, le poil hirsute qui pousse d'un peu partout sur son corps, des grosses touffes qui poussent de ses oreilles qui, elles, sont réduites en chou-fleur, probablement à force de recevoir de nombreux coups dans les rings de boxe, des pubs prohibés ou autres. Une grosse balafre dans le visage qui a laissé sur un de ses yeux pochés. On sait pas trop s'il voit bien ou non de cet œil-là. Il considère ça comme son angle mort, peut-être. Puis il doit jouer avec une pièce sur la table ou un jeu de cartes si on est en train de gambler ou quelque chose. Mais très silencieux. Puis si tu le permets, DM, que dans ces années-là c'était possible, probablement un petit quelque chose à boire aussi. Souligner son style un peu festif. Et on a Serge du Talon, canadien. Il y a une vibe un peu Ron Perlman. Oh! C'est vrai, hein? C'est vrai. La grosse gueule de singe, là. Ouais, ok, ouais. Parfait. Voilà. Parfait. Probablement que tu as quelque chose à boire, sauf que c'est quelque chose que tu as apporté avec toi, qui n'est pas vendu dans l'établissement. Ouais, dans ce cas-là, bois cul sec après une mauvaise brasse, là. Oui. Puis j'en rajoute un peu dans mon verre. Voilà. Parfait. Et à côté de Serge, qui est-ce qu'on peut voir? Je peux y aller. À côté de Serge, il y a probablement la raison pour laquelle on est dans un café et qu'on n'a probablement pas tous un verre à la main. Car il y a une petite figure dans un uniforme écolier, très petite pour son âge. En fait, âge extrêmement difficile à dire parce que si on regarde rapidement, on pourrait penser une enfant. Mais si on s'attend un peu plus longtemps, on se rend compte que non, effectivement, elle est en fin d'adolescence. Élise. Élise est une jeune écolière qui vient d'un pensionnat religieux tout près d'ici. Petite croix dans le cou, chemise remontée vraiment jusqu'en haut, les cheveux blonds attachés dans une longue queue de cheval derrière, un peu remontée, très enfantine. Puis, elle a un petit sourire qui s'en va jamais.
qu'elle écoute la conversation autour des gens. Puis si on regarde son regard, on se rend compte, par exemple, qu'elle est très, très, très attentive à ce qui se passe. À côté d'Élise... Pour conclure ce quatuor, oui. Il y a un quatrième personnage qui serait l'archétype de ce qu'on pourrait s'imaginer quand on pense à un gentleman dans le sens le plus caricatural du terme. C'est un homme assez grand, mince, visage carré, beau trait... très, très aiguisé, de visage, gros cheekbone, petite moustache blonde, cheveux blonds gominés vers l'arrière, mais recouverts d'un petit chapeau melon. Ses yeux sont d'un bleu très, très froid et son regard est étrangement fixe. C'est quelqu'un qui a les yeux qui ne shiftent pas beaucoup. Et c'est très, très difficile de concevoir ce que cette personne-là est en train de penser. L'individu est en train de siroter une tasse de thé en portant un veston vert forêt et un nœud papillon rouge. Il s'appelle Archibald Shaw. Parfait. On aperçoit en fait ces 4 individus assis autour de la même table, une espèce de grande table ronde brune avec plusieurs taches de verre, des petits ronds de verre ici et là. Et soudainement, vous voyez une porte située vers l'arrière de l'endroit s'ouvrir et un grand individu vêtu d'un costume assez complet, cravate, bien habillé, s'approche de vous. Vous le savez pourquoi vous avez été appelés là, les 4. Vous le savez pourquoi est-ce qu'on a pris contact avec vous. Parce que vous êtes des criminels et pas nécessairement les meilleurs de votre expertise, mais plutôt ceux qui étaient disponibles au moment où est-ce que la demande a été faite. Et vous le savez que vous devez comme accepter un certain paiement en échange d'un service que vous devez rendre à un homme du nom de James Brophy. Et c'est cet individu-là qui vient de rentrer dans la pièce où est-ce que vous êtes, qui vient s'asseoir devant vous en silence. Une espèce de grand individu au regard et à l'allure très commune. On pourrait facilement le confondre dans une foule comme étant monsieur, madame, tout le monde, si ce n'est qu'un seul élément très particulier qui le démarque on va dire, du commun des gens qu'on peut croiser dans la rue. Pour les personnes qui sont peut-être plus intelligentes d'entre vous, vous reconnaissez quelqu'un qui souffre d'un mal qu'on nomme l'alopécie, c'est-à-dire l'absence totale de poils. Vous remarquez que l'homme n'a pas de sourcils, il n'a pas de cheveux. Il vient s'asseoir en face de vous. Il fait un signe de la main. La madame, derrière le comptoir, lui apporte une petite tasse avec quelques cubes de sucre à côté, ainsi qu'un petit gobelet avec du lait dedans. Et tranquillement, il se met tout de suite à verser ça. Il se met à verser le lait dans sa tasse, les petits cubes de sucre. Il brasse tranquillement avec une petite cuillère. Il cogne sur le bord, l'espèce de petit ting-ting, il dépose ça sur le côté. Il se lève vers vous, il sort de ses poches une petite paire de lunettes rondes qui se met sur le bout du nez. Il vous regarde, puis sans un mot, il sort de ses poches une photographie qu'il dépose sur la table et qu'il glisse tranquillement vers vous. Et vous voyez dans le fond sur la photo un homme, peut-être fin trentaine, début quarantaine, assez souriant, qui paraît bien, les cheveux un peu ondulés, habillé aussi un peu chic, sourire un peu sur le coin de la bouche, des petits trous dans les joues, quelqu'un qui doit probablement être roux, c'est difficile à dire vu la teinte de la photo un peu brunâtre. Et sur la photo, il est marqué juste pour être sûr, il est marqué Thomas Kenning. Et c'est la première fois que vous entendez M. Brophy ouvrir la bouche. Et il vous dit: c'est assez simple en fait maintenant. C'est assez simple comment est-ce qu'on va fonctionner. Si on vous a appelé ici, c'est parce que j'ai un pépin. J'ai un travail à faire et vous êtes les personnes qui ont répondu à l'appel. J'ai pas besoin de savoir votre passé. J'ai pas besoin de savoir
qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine une fois que vous aurez fait le travail. L'important, c'est que le travail soit fait. Monsieur que vous voyez ici sur la photo, Monsieur Thomas Koenig, il a mis la main lors d'une enchère sur une version très rare d'un ouvrage que j'ai besoin. Un ouvrage qu'on nomme Le culte sans nom. Une espèce d'essai qui ne vous importe peu. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus que ça. L'important, c'est que j'ai besoin d'avoir cet ouvrage-là. Monsieur Koenig, c'est un collectionneur chevronné. Il est quand même reconnu dans le milieu. Il est du genre à acheter pas mal de cossins à gauche et à droite. Mais habituellement, il est pas du genre à dilapider l'ensemble de sa fortune pour un simple ouvrage. Bien, surprise, c'est ça qu'il a fait. Il a absolument tout vendu pour mettre la main sur ce livre-là. Écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec. J'ai pas vraiment non plus pris le temps de lui demander, bien que j'ai voulu essayer de lui acheter une modique de somme assez impressionnante, mais je pouvais pas rivaliser avec l'ensemble de sa richesse. Il y a le livre présentement, et j'en ai besoin. Il habite ici à Arkham, au 34 Narrow Street. C'est une région un peu plus en périphérie du centre-ville, dans un endroit un peu plus aisé. En arrière, il y a une petite forêt tranquille, un seul voisin en face, les terres à gauche et à droite, c'est assez des petits terrains vierges avec rien dessus. Et il vous regarde un peu, tu sais, il prend comme juste première fois qu'il prend une pause dans sa phrase, il fait le tour un peu de l'assemblée juste pour un peu jauger le regard ou votre impression du moment, s'il y en a qui réagissent d'une manière particulière ou s'il y en a qui veulent poser des questions. Okay. Oui, moi j'aurais une question à vous poser, mon brave Breading, n'est-ce pas? Ça va être cet accent-là toute la game, les amis. C'est parfait, c'est parfait. Il se tourne vers toi, il t'en regarde, puis tu vois qu'il ne fait que attendre ta question. La question serait en fait la suivante. Combien de temps disposons-nous afin de vous ramener l'objet désiré? Tu vois qu'il te regarde très sérieusement. Il fait... J'aime ça. C'est exactement le genre de question que je veux me faire poser. Voyez-vous, aujourd'hui, on est mercredi. Vendredi soir, je sais qu'il... Là, il se penche, puis il regarde un peu dans un espèce de petit carnet qu'il a gardé comme dans sa poche de son veston. Il referme, il fait... Vendredi soir, Monsieur Koenig a une petite réception familiale. Et je sais que dimanche, il part en voyage d'affaires au Bhoutan. Et probablement qu'il va apporter le livre avec lui pour le revendre à des potentiels acheteurs. Je sais que M. Koenig fait souvent de l'import-export. Il achète puis il revend. Définitivement, s'il a vendu absolument toute sa richesse pour mettre la main sur ce livre-là, c'est parce qu'il y a fort probablement une possibilité de revente assez élevée. Et est-ce qu'il va y avoir beaucoup de sécurité là-bas? Est-ce qu'il va y avoir des fiers à bras, des gens dangereux? Ça aussi, c'est une question pertinente. Puis encore une fois, il regarde un peu dans son espèce de petit calepin. Il fait Monsieur Koenig a une femme, Madame Annetta, ainsi qu'un fils Joseph. Par contre, les deux n'ont pas été aperçus depuis les 2 dernières semaines. Il semblerait qu'ils sont partis à Boston dans le fond, voir de la famille à Boston. Il y a Léon Turner qui est un majordome. Il y a Olive Verne qui est la cuisinière. Et chose étrange, Monsieur Koenig a ces temps-ci 2 individus un peu plus patibulaires qui se promènent avec lui ou non loin de sa demeure, mais que personne ne peut identifier, du moins aucun de mes hommes. Oui, dans certaines circonstances, j'aurais demandé à mes propres gars d'aller le chercher, sauf que je pense que M. Koenig, suite à la discussion que j'ai avec, a des soupçons concernant mon implication. C'est un peu pour ça que je demande aussi à des gens avec qui je n'avais aucun contact, c'est-à-dire vous. Une fois que vous réussissez à mettre la main sur l'ouvrage en question... Oui, M. Dutalon, vous avez une question? Sorry, boss. Petite question. Patibulaire, vous avez dit? Mettons, avez-vous des synonymes? Louche. Ok. Des gens louches. Ouais. Thank you, boss.
Une fois que vous avez mis la main sur le livre en question, j'ai loué un appartement au centre-ville, au 22 Durham Avenue. Appartement numéro 23, au 3e étage. C'est juste en face de l'Université Miskatonic. C'est un endroit qui est souvent loué plus pour les étudiants que pour des gens de votre style. Il sort de ses poches une paire de clés, puis il dépose ça sur la table. Je vous la laisse. Une fois que vous avez le livre, vous allez vous cacher là et vous attendez qu'on vienne vous chercher. Monsieur Kenning, il doit avoir, avec disons, le montant d'argent qu'il a dépensé, c'est sûr qu'il va avoir mis en place des quelconques méthodes de sécurité ou même de recherche s'il arriverait quoi que ce soit. L'important, c'est que je mette la main sur ce livre-là. Est-ce que c'est clair? J'aurais une dernière question, si vous le permettez, old boy. Disposons-nous de tous les moyens sont-ils les bons pour advenir à nos fins? Est-ce que vous avez un certain code de conduite ou vous nous laissez, pour ainsi dire, ce que j'appellerais carte blanche? Il penche un peu ses lunettes, ses petites lunettes rondes, puis il te regarde dans les yeux, chat. Puis il fait sincèrement, je m'en fous un peu de comment est-ce que vous ramenez le livre. L'important, c'est que vous le ramenez. Eh bien, au diable l'étiquette dans ce cas, mon brave. Est-ce qu'on sait où il garde le livre? Exactement. Non, ça, on ne sait pas, par exemple. On le sait qu'il y a une bibliothèque située au premier étage de sa demeure. Une espèce de grande demeure victorienne, justement, comme j'expliquais, un peu plus à l'orée du centre-ville, mais malheureusement, ça serait surprenant qu'il garde le livre à cet endroit-là. D'accord. Pour vous, là, sincèrement, pour vous, dites-vous que c'est un simple ouvrage. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Pour moi, ce livre-là, il vaut absolument tout. Ok, il sort de ses poches une espèce de petit sac brun, puis il commence à comme sortir des liasses de billets, puis il fait comme 4 piles sur la table. Genre, il met à peu près comme un... C'est là que je voulais préciser pour les gens à la maison, là, tu sais, les anachronismes, là, j'essaie de voir un peu la valeur monétaire à cette époque-là. Il met un 120, sur la table, genre 4 fois. Cela est beaucoup d'argent à notre époque. Mais... oh, ouais. J'ai jamais vu autant de dollars. Un 120 sur la table. En fait, 420. C'est ça. Il pousse ça tranquillement vers vous. Il fait, ça c'est la première moitié. Vous allez avoir la deuxième moitié lorsqu'on va venir chercher le livre à l'appartement. Avez-vous de l'équipement à nous suggérer, boss? Des armes ou autre? Ça, je pense que c'est votre spécialité. Je suis pas dans ce milieu-là. Je suis un collectionneur. Ok, boss. Bien On sûr, est tous monsieur. des collectionneurs. Puis Élise va prendre sa partie de l'argent, puis les clés de l'appartement qui est mis sur la table. Va remonter sa jupe d'écolière au niveau de la cuisse, puis vous allez voir qu'elle a comme énormément de trousseaux de clés cachés sur une genre de jartel en cuir. Puis c'est pas un portefeuille, là, mais comme une pochette qui rouvre de même, qui clip, là. C'est ça. Fait qu'elle va mettre l'argent là-dedans, qu'il y avait déjà beaucoup d'autre argent. Elle fait juste comme le rajouter là. Est-ce que vous avez d'autres questions avec que je m'en aille? Non. C'est boss. Aucune part ici. Vous pouvez considérer ce livre comme étant déjà en votre possession, mon bon monsieur. Parfait. Si jamais vous avez besoin de me contacter d'ici à ce que vous avez la main sur l'ouvrage, eh bien déjà, faites-le pas. Mais si vous devez absolument le faire, vous pouvez venir ici, au Café d'Astur, et vous pouvez le demander à la dame au comptoir. Elle va s'occuper de tout. Parfait. Parfait. C'est quand la fête? C'est quand la fête? Vendredi. Vendredi, ok. Donc, il se lève debout. Il remet ses lunettes dans ses poches. Il se tourne vers vous. Il vous jette un dernier coup d'œil un peu à l'ensemble de vous quatre. Puis il fait une espèce de petit soupir. Vous savez pas s'il est comme satisfait ou non de la rencontre. Puis
Il arrête son regard 30 secondes un peu sur genre Bill Raccoon qui est un peu dégueu. Là. Il fait Madame, messieurs, bonne fin de journée. Il repart par la porte d'en arrière. Toodaloo, Brenning old boy. Ta-ta, chap. Vous êtes les 4 autour de la table. Vous avez jusqu'à dimanche pour trouver l'ouvrage. On est mercredi. Hey, toi, la jeune, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu travailler. Mais qu'est-ce que tu fais? On n'a pas besoin d'une jeune avec nous autres, là, franchement. Ah, tu penses? Puis à ce moment-là, Ellie se lève, elle s'en va au comptoir, puis vous voyez un peu comme son comportement a complètement changé. T'sais, autant qu'elle était hyper sérieuse à la table, que là, elle devient comme vraiment... Je sais pas comment dire ça. La naïveté d'un enfant, puis elle se met à pleurer. Puis elle va voir la serveuse au comptoir, puis elle fait juste lui dire... En fait, vous entendez même pas ce qu'elle lui dit, elle est loin. Puis vous voyez que, si tu me permets, DM, la serveuse commence à lui donner comme des petites tapes dans le dos. Puis on comprend qu'elle lui donne comme des napkins puis tout ça. Puis la serveuse lui a donné 2$. Ou l'équivalent de 2$. De 50 cents. Bref, elle a payé son café puis elle lui a donné un petit peu plus. Dans la table. Elle s'essuie les yeux. Oh, splendide! Fantastique! Je crois que la leçon à soutirer de tout ceci, Bill Raccoon Old Boy, c'est qu'on ne devrait jamais juger un livre d'après sa couverture, si vous me permettez l'analogie avec le travail que nous apprêtons à faire. Ah, pas payé, la jeune, pas payé. Visiblement, pas moi qui va être en charge du plan de match, là. Comment c'est que vous feriez, vous autres, pour aller retrouver ce livre-là? Là, Sébastien Chat sort la tranche de citron de son thé et la dépose sur la soucoupe. Eh bien, j'ai pris le temps d'y réfléchir quelques instants et je crois que la façon la plus aisée et inépuisante d'obtenir le livre serait de convaincre son propriétaire de le mettre en notre possession lui-même. Voyez-vous, l'esprit humain est une mécanique des plus fantastiques et il peut être modelé de toutes sortes de façons en changeant les circonstances qui l'entourent. Un esprit peut être facilement convaincu d'effectuer des tâches qu'il ne ferait pas d'habitude si on lui procure les bonnes circonstances pour prendre, si j'ose me permettre l'expression, de bien mauvaises décisions. Vous proposez un kidnapping? Oh, nous ne sommes pas nécessairement obligés de nous rendre à des méthodes aussi rustres et barbares tout de suite, vous savez. Nous pourrions commencer par nous rapprocher de la cible, établir un contact initial et en apprendre plus sur lui. De convaincre que nous sommes des amis et que ses intérêts sont nos intérêts, et que plus encore, que ses intérêts seraient en bien meilleures mains entre les nôtres, si je puis me permettre cette tournure de phrase amusante. Pas de problème avec ça. Je suis content que vous me posiez la question, Serge. Je suggère par la suite que nous décidions d'agir en fonction de l'information que la cible nous aura procurée elle-même quand nous serons de meilleurs amis, si vous voyez ce que je veux dire. Vous parlez d'après le kidnapping. Oh, vous et votre kidnapping, voilà une belle intensité qui risque de nous être très utile plus tard. Je vous suggère de garder cette énergie, Serge, old boy. Roger, boss. Bon, ben, parfait. J'ai pas grand aisance à me faire des amis. On va vous laisser prendre le pôle là-dessus.
Ben, pour ma part, si jamais il veut pas nous le donner, faites juste me faire approcher proche de la personne qui le tient, puis pas mal sûr que je peux y prendre. Serge va juste rapprocher sa pile de liasse un peu plus de lui suite à cette mention du raccoon. Puis Okay, il sort, il avait les mains sur ses cuisses, puis quand il relève, il ressort, puis vous voyez qu'il y a sûrement genre un bouton de manchette du boss qui vient de partir, tu sais. Ton personnage m'écœure tellement, Francis, je sais pas pourquoi, là. J'ai l'impression qu'il pue. Il pue. Il sent pas bon, là. Ok. Il manque des dents, là, les dents noircies, là, puis il monte ça, puis il fait comme... Aïe, tu sais. Parfait. Ben, considérant notre apparence un peu ruste, moi puis le raccoon, peut-être que ça serait plus disposé que la petite et puis vous, le gentleman, vous passiez par devant. Très bien. Dans ce cas, je suggère que nous prenions quelque temps pour nous informer sur la cible en question. Je suggère que nous nous revoyions ici peut-être demain au début de la matinée. Vous serait-il des circonstances acceptables? Oui, c'est juste que la seule chose, c'est que j'ai un cours à 10 heures. Fait qu'il faudrait y aller avant. Eh bien, nous pouvons y aller tout de suite, mademoiselle, si vous êtes disposée à m'accompagner, bien sûr. Pas de problème. Eh bien, fantastique dans ce cas. À demain, les amis. Thank you, boss. Il finit sa tasse de thé d'un trait, il la redépose dans la soucoupe, avant de partir en s'allumant une cigarette. Comme je vais faire maintenant. Roleplay. Donc, c'est très roleplay. Juste pour être sûr, dans le fond, c'est-à-dire que présentement, on a Archibald, Chat ainsi qu'Élise de Boncoeur qui vont aller faire un premier contact avec la cible, c'est bien ça? Exactement. Parfait. Serge Dutalon et Bill Raccoon Smith, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là? Mais je dis, la ville d'Arkham, c'est quand même un point... pas commercial, mais c'est une ville qui a quand même une certaine ampleur dans les environs. C'est plus qu'un village, là, c'est une ville. Les rues sont pavées, la rue centrale est pavée, entre autres choses, et pas mal tout est accessible selon le besoin. Vous avez accès à la chambre qui vous a été donnée dans l'appartement. Sinon, vous pouvez retourner dans vos taudis respectifs si vous voulez attendre le lendemain. C'est à vous de voir. On peut aller voir la chambre. On va aller voir Raccoon, lui, là, il veut vivre la grande vie, là. Il fait « J'ai 120 piastres! » Puis là, il veut aller sur l'allée, puis il veut aller chercher un beau suit, là, un beau veston, quelque chose de propre. Il y a de l'argent, il va afflober, là. T'sais. Parfait. Puis peut-être ramasser 2-3 cossins qui traînent ses comptoirs des magasins pendant qu'il magasine son suit. Parfait. Fait que Bill Raccoon va aller faire ça. Toi, de ton côté, Serge Dutalon. On va acheter de la corde. Je vais aller acheter un crowbar, si c'est possible. Okay. Un marteau. Peut-être une lampe torche, une lanterne. OK. Parfait. Tu peux te marquer tout ça. Puis marque à côté de chaque objet que tu te trouves, marque D6. Dans le fond, ça, c'est l'utility dice de l'objet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas l'utiliser, tu vas lancer un D6. Puis c'est un peu comme les autres. Ouais. Okay. Très cool. Merci. Avec lanterne, corde, crowbar. Guidou. Parfait. Donc, Archibald Chat et Élise de Boncoeur, j'imagine que vous partez en direction de la demeure de l'individu en question. C'est le seul indice qu'on a sur lui, c'est qu'on sait où est-ce qu'il habite. Effectivement, oui. OK, d'accord. OK, d'accord, minute. Plan, maintenant. All right. Le deal, généralement, dans ce genre de situation, c'est de se présenter sous un jour sympathique à l'individu qu'on veut scanner préalablement, dans des circonstances qui n'ont absolument rien à voir avec l'objet qu'on peut voler, qu'on va voler, en fait, éventuellement. Là, j'essaie de penser, en fait, à une mise en scène qui nous permettrait d'établir un contact nonchalant avec lui, juste lui signifier notre présence pour une prochaine fois, qu'on soit imprégné dans la mémoire du gars. D'une façon ou d'une autre. DM, quand James est venu nous parler un peu des membres de la famille,
on a appris qu'il y avait un fils qui s'appelait Joseph. Est-ce Oui. qu'on a une idée approximative de l'âge de cet enfant-là? Est-ce que c'est un jeune enfant? Est-ce que c'est un adolescent? Est-ce que... Il y a à peu près entre 14 et 16 environ. Hmm. Tu le sais, puis tu Donc le sais... 15. Donc 15, oui, c'est ça. Des informations que je peux vous donner, exemple, sur la personne, le genre de choses que vous pourriez savoir immédiatement, c'est comme je mentionnais, sa demeure qui est située un peu plus en annexe de la ville, moins en point central. Un seul voisin en face, des terres vierges à gauche et à droite. En arrière, une forêt qui est souvent utilisée par l'université muscatonique pour soit des recherches universitaires, soit des études de plantes, des choses comme ça. L'homme, il travaille de chez eux. Ça ressemble pas mal à ça. C'est une petite vie rangée assez fermée. Il n'y a pas un train de vie extravagant malgré les richesses apparentes. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'il y a un fils en jeune âge. Ben, en jeune âge, en fait, près de l'adolescence, là. Elise, je crois qu'il serait des plus aisés pour quelqu'un de votre disposition de vous rapprocher du fils de notre cible afin d'obtenir de lui quelques informations. Vous semblez avoir une capacité naturelle et débonnaire à vous faire des amis, n'ai-je point tort? Si je peux me permettre, mon ami Archibald, il nous a été précisé plus tôt que le fils n'est pas à la maison. Ou du moins, c'est l'information que nous avons pour l'instant. Il a 14 ans. Je suis persuadé qu'il va à l'école quelque part. Peut-être même un petit peu comme vous. Eh bien, si vous me le permettez, j'ai une petite idée peut-être de quelque chose qu'on pourrait mijoter pour se présenter à la porte principale sans semer aucun doute. Oh, comme cela est rafraîchissant. Je suis tout oui, mademoiselle. Eh bien, j'étudie personnellement à un des plus grands collèges religieux de notre chère ville, qui est reconnu à travers la ville comme étant une grande école. J'ai aussi avec moi un dossier académique très, très impressionnant, et vous et moi avons une ressemblance assez frappante. Je pourrais facilement passer pour votre fille ou votre nièce. Et je crois aussi qu'un enfant de 14 ans, fils d'un père très aisé, doit absolument avoir d'excellentes notes à l'école. Et il serait peut-être une bonne idée qu'il commence lui-même à s'acoquiner à la fille d'un éminent professeur également, si vous voyez ce que je veux dire. Yes. Absolument, mon ami. Je propose donc que nous offrons communément nos services de tutorat à Monsieur Kinning. Et puis une pré-entrevue serait bien sûr de mise dans ses bureaux. Mais bien sûr, du tutorat avec 2 élèves, histoire de ne pas l'ostraciser, qu'ils se sentent seuls dans toute cette démarche. Je pourrais interpréter le rôle de cet éminent professeur qui décide de donner des leçons additionnelles à sa fille ainsi qu'à quiconque aurait quelques leçons à rattraper. Absolument. Fantastique. Dans ce cas, j'interpréterai le rôle du... professeur Rupert Mountbatten, doctorant en histoire. J'ai quelques connaissances de cette matière. Espérons pour nous que ce ne soit pas une de ces matières fortes. Eh bien, la capacité d'adaptation des professeurs semble pouvoir être assez grande. Professeur R, je vous laisserai donc frapper à la porte et nous présenter. Mais bien sûr, voyons. Nous présenter à la porte directement de la maison, cela me semble très étrange. J'ai l'impression que le tutorat ne s'offre pas en porte-à-porte, ou du moins pas celui qui est respectable. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Nous allons aller directement à l'école et y proposer des services de tutorat à même l'établissement. Et cela nous permettra certainement d'identifier le fils de notre cible avec quelques tours de passe-passe diplomatiques dont seul vous avez la clé, j'ai l'impression. Yes. Allons-y. Parfait. Donc, votre planning, c'est d'aller directement à l'école pour proposer vos services de tutorat. Dans le fond, l'espèce d'école catholique privée
de l'endroit. Là, il y a l'école, j'imagine qu'il y a l'école des dudes puis l'école des filles. L'école des dudes et l'école des filles, oui. Parfait. OK, d'accord. Puis il y a en fait, il y a l'université. L'université est étonnamment mixte, mais oui. Mais s'il y a 14 ans, il va certes pas à l'université, c'est ça? Non, assurément pas. Vous vous rendez à l'école, l'équivalent de l'école secondaire de la ville de Arkham, qui est située un peu non loin. En fait, probablement que toutes les écoles sont situées un peu tous au centre-ville, s'entourant autour d'un espèce de grand point commun qui est comme entrecoupé par des petites rues qui se rejoignent entre elles, qui permet de pouvoir atteindre une école à l'autre très rapidement, qui est non loin en fait de l'endroit où est-ce que vous pouvez loger l'appartement en question, où est-ce que vous avez une clé, où est parti monsieur... En fait non, parce que c'est encore Élise de Boncoeur qui a la clé, à moins que tu l'aies laissée à Serge du Talon qui voulait aller jeter un coup d'œil. Puis j'imagine qu'au même moment, on voit deux d'autres qui arrivent à la porte. T'as-tu la clé? Ah! Parfait. J'ai ma crowbar. Ouais. Ben, pique la porte. Check, moi. Je piquerai la porte. Mais vas-y, mon cher, vas-y, Okay. premier jeu de la soirée, si tu veux, je piquerai la porte. Ouais, ok. Fait que... Donc ça va être dextérité. D'accord. Genre, j'ai 14 de dextérité, donc je dois obtenir en dessous de Exactement. 14. 13 et moins 14, ça marcherait pas. J'ai eu 8. Ça marche. Fait que ça marche. Fait que ça marche, ok. Ouais. Oui, Bill Raccoon se penche un peu, t'as comme une espèce de petite épingle avec un petit morceau de métal, tu te mets à piqueter ça. Ça prend quelques secondes, presque une minute, mais t'entends un petit déclic. Tu sais, vous pouvez faire ça subtilement dans le corridor parce que c'est genre justement un espèce de bloc appartement, surtout utilisé par les universitaires. Puis vous êtes les deux à côté, ça apporte un peu l'air louche, là, où est-ce que vous essayez de comme montrer à personne que vous n'avez pas la clé. Là. J'ai une crowbar, un marteau, de la corde, puis de l'antenne. Il y a sûrement une madame qui passe avec ses sacs. Là, non, mais c'est à nous, mais... Ouais. Vous réussissez par ouvrir et pénétrer l'endroit. C'est un appartement, tout ce qu'il y a de très commun. Une chambre à coucher, un salon. Il y a une espèce de divan-lit qui peut s'ouvrir, une cuisine qui est fusionnée au salon en même temps, une toilette, ça ressemble pas mal à ça. Vous avez une fenêtre qui dans le fond, qui vous présente l'extérieur, l'avant du bâtiment. Ça vous permet de voir l'université Miskatonic de l'autre côté. Ça donne une bonne vue d'ensemble de l'endroit autour. Ça ressemble pas mal à ça. Raccoon court, puis il saute sur le divan. Puis la grande vie! Tu portes ton nouveau costume, mais je l'imagine déjà tout défroqué, tout dégueulasse. Oh, ouais, c'est tout frippé, là. C'est pas... Ouais, c'est ça. Parfait. Ça marche. Concernant les deux autres, vous arrivez à l'école secondaire, rapidement, vous avez accès à un des représentants, si on veut, pas directement le directeur, mais plus comme un espèce de conseil d'administration, un individu en question qui vous reçoit. Et je ne ferai pas roleplay la scène parce que je ne la vois pas nécessaire en tant que telle. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous proposez vos services, ils vont l'accepter. Ils ont toujours besoin de nouveaux enseignants pour pouvoir justement présenter des matières précises, surtout l'histoire à des individus qui ont soit plus de difficultés ou qui ont plus les moyens de se payer des enseignants privés. Et par contre, si vous posez des questions concernant, par exemple, le jeune de M. Kenning, c'est quoi son nom déjà? Vous apprenez rapidement qu'il y a... Joseph. C'est Joseph. OK. Joseph. Il n'a pas été vu à l'école depuis plus que 2 semaines. Puis comment il nous indique ça dans la conversation, juste, excuse-moi. Là, il vous l'indique de manière un peu comme si c'était quelque chose d'inhabituel, sauf qu'en même temps, M. Kenning est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui souvent il apportait avec lui sa famille, par exemple en voyage d'affaires, mettons qu'il partait très loin en Asie ou autre. Mais tout de même, lorsqu'il a voulu, par exemple, en savoir plus concernant les obligations et tout ça, s'il y avait besoin d'un tuteur qui pouvait se déplacer avec eux et tout ça, M. Kenning a été très absent dans sa réponse et à la limite, il a raccroché presque au nez.
Là, est-ce qu'on est encore dans le bureau du recteur? Oui, là? oui. Si, mettons, tu as des questions à poser, je vais pouvoir répondre. OK, très bien, très bien. Moi, en fait, je lui dis que je suis un bon vieux professeur freelance qui voilà, c'est ça, qui donne qui donne du tutorat dans les écoles et qu'on est prêt à commencer dès ce soir s'ils ont des élèves qui ont besoin de rattrapage après les heures de cours et que la jeune demoiselle qui m'accompagne est ma fille et mon assistante. OK. Ben oui, c'est absolument. Si tu t'offres déjà, ils vont l'accepter pour dès ce soir. Ils ont comme une espèce de liste d'attente de personnes qui ont besoin d'aide particulière pour certaines matières, dont l'histoire. Puis si par le fait même, ils te demandent si tu es à l'aise d'enseigner d'autres matières annexes comme la géologie ou des choses comme ça. Là. Et, mais bien sûr, j'ai également des connaissances connexes dans ces domaines. Vous pouvez tout à fait me faire confiance. Voici mes références. Puis là, je lui sors genre un espèce de curriculum vitae que... J'ai possiblement genre des douzaines de curriculum vitae dans ma valise comme ça là, qui me donnent des c'est ça, voilà. C'est diverses approbations de je suis bel et bien cet homme. Regardez. Parfait. Disons que pour l'ensemble de la discussion, Charles, je vais te demander de faire, s'il te plaît, un jeu de charisme. Pour savoir si tout se tient bien comme du monde dans la discussion. Mais tu peux avoir l'avantage parce que dans le fond, ça a le lien avec ton métier de con artist. Ça veut dire que tu lances 2 des 20 et tu gardes le meilleur des 2 résultats. C'est-à-dire le chiffre le plus bas. C'est un jeu de quoi que tu m'as demandé de faire? C'est charisme. Puis il faut que ce soit plus bas que le chiffre. D'accord, OK. Donc 2 des 20 puis je garde le meilleur. Oui. OK, excusez. C'est parti. OK, d'accord. 12, je l'ai en fait. Parfait. Vous pouvez me dire seulement si vous l'avez. L'important, c'est précisez-moi si jamais c'est un 1. C'est comme une réussite critique. Parfait. Ouais, dans ce cas-là, la conversation avance bien. Oui, il te fait même te donner des espèces de références des parents à appeler. Il te donne une liste de parents avec des numéros de téléphone ou des adresses pour aller directement comme aller cogner chez eux en te présentant comme quoi tu es une référence de l'école concernant justement le besoin de tutorat. Mm-hmm. Puis il te demande, dans le fond, aussi de remplir des nombres d'heures que tu vas avoir enseigné. La grosse paperasse administrative scolaire que je ne vais pas commencer à expliquer. Là. Il te donne comme un paquet de documents à prendre en considération. Puis il prend une de tes nombreuses feuilles de référence qu'il va garder avec lui, puis qui va comme faire 2-3 appels seulement pour s'assurer, mais que normalement, tout devrait être numéro 1. Puis il est comme super enthousiaste d'avoir quelqu'un d'aussi talentueux et d'aussi scolarisé pour aider les jeunes. Merveilleux, battre le fer tant qu'il est chaud et tout ce genre de choses. Oui, effectivement. Puis là, la conversation se finit sur une poignée de main typiquement britannique, flegmatique Parfait. et détachée. Flegmatique et détaché, un peu humide. Parfait. Est-ce que vous faites autre chose pour votre reste de journée? Sinon, je vais le remettre tout de suite au lendemain matin. Au final, c'est juste pour voir si vous avez des actions particulières. On pourrait commencer, Élise, à checker la liste des parents, voir s'il y en a qui sont... s'il y en a qui peuvent avoir un lien quelconque avec Kenning, ou s'il y en a genre dont les enfants sont des amis peut-être, ou qui le connaissaient avant sa disparition. Je ne sais pas comment vérifier ça, mais C'est un peu mon intention aussi. De la manière que je le voyais peut-être au niveau de la mécanique, là, ça serait, mettons, que comme si Archibald avait des rendez-vous peut-être, mettons, à chaque demi-heure avec un élève différent, puis que pendant 15 minutes, par exemple, sont avec Élise en train de finir leur travail ou quoi que ce soit. À ce moment-là, Élise pourrait comme entretenir une petite conversation avec eux autres, puis essayer peut-être de tenter le terrain au niveau de Joseph ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible, DM, de peut-être faire comme un jet général par rapport à ça? Ou... Absolument. Absolument, c'est une très belle circonstance. Ça serait probablement en fait, de ton point de vue à toi, ça serait du charisme aussi, par exemple, Élise. D'accord. Là,
Me récapituler le plan, excuse-moi, Élise, je suis pas sûr que j'ai bien compris. Par exemple, si Archibald il fait du tutorat avec chaque élève pendant, mettons, 30 minutes, qu'après ça, c'est comme si c'était dans une autre classe toute seule avec Élise, puis que c'est là, à ce moment-là, elle commence à poser un peu des questions de jeune à jeune, faire comme, est-ce que tu as des amis, quoi que ce soit, est-ce que tu sais où ton ami, avoir des informations sur qui et où est Joseph. Fait qu'on verrait les élèves individuellement, donc. Oui. Oui, ok, d'accord. C'est fair. Tout comme, je propose ça, autre possibilité. On peut aussi rassembler gagner du temps et rassembler tous nos œufs dans un seul et unique panier, puis faire une classe de tutorat dans laquelle Élise pourrait réviser individuellement les élèves pendant qu'ils font leurs travaux pratiques et possiblement bonder avec le groupe puis poser des questions. Au groupe en général. Ouais, au groupe en général, en minglant, là, en se copinant des élèves. En faisant des travaux d'équipe, parfait. Oui, ça me va aussi. Fantastique. On pourrait faire ça. Est-ce qu'il nous a donné la possibilité de commencer dès ce soir? Oui, c'est pour ça que je disais ça, en fait. Oui, il me l'a proposé dès ce soir. Ouais. Let's go. Tu t'auras en histoire après les heures de cours. Parfait. C'est un peu casse-temps dans le sens que vous devez aller voir les gens, ça vous fait vraiment une grosse soirée. Là. Demain matin, vous allez être fatigué. Mais tout de même, je trouve ça très cool comme plan. C'est absolument pas ce que je pensais dans ma tête qu'est-ce qui pourrait arriver, mais c'est ça la beauté d'un jeu de rôle. Donc, c'est parfait. On va y aller comme ça. Fait que, ce que je vais demander, en fait, c'est que je vais demander à Charles, toi, tu vas me faire un jet d'intelligence parce que tu vas comme donner de la matière. Bien sûr. Et de ton côté, Élise, ça va être un jet de charisme. Intelligence, ok. Pendant qu'ils font leurs ateliers parascolaires, Raccoon, il va faire comme tous les bons vieux criminels de rue, puis il va aller comme se promener proche de la maison, de la famille, voir, y a-tu, tu sais, genre avec son beau saut, là, il se fera pas reconnaître, il se dit, là. Il s'est détruit un peu à la face. Puis il va se promener autour, regarder les fenêtres, regarder les entrées. Y a-tu un endroit qui est moins surveillé que le rendu à la nuit on pourrait passer? Parce que lui se souvient qu'il parlait d'une fête. Puis ça, on peut profiter de la fête pendant qu'il y a de l'activité, passer inaperçu, puis rentrer quelque part. T'sais, il va aller faire du repérage. T'sais. Je vais l'accompagner là-dedans, si tu permets, DM. Absolument. Je vais faire le jet avec les deux autres, pas de venir avec vous. Je l'ai. Et puis, ça ressemble à quoi? Celui-là, parfait. Élise? Réussite aussi. Réussite aussi, parfait. J'aurais trouvé ça vraiment drôle, Charles, que tu le manques, puis que les élèves se rendent compte que t'es vraiment pas calé dans ta matière. Ils sont comme genre... Non, mais tant mieux, ça marche très bien. En fait, l'information que vous trouvez, vous faites votre soirée là, comme vous avez planifié, dans le sens que tu donnes ta matière, Archibald, ça va super bien. Tu as peut-être un peu révisé avant telle chose que tu pouvais enseigner ce soir-là aux jeunes concernant telle période de l'histoire américaine et tout. Parlons de la peste bubonique pendant 60 minutes. Oh non. Et de ton côté, Élise, tu t'es mis copain-copain avec des jeunes là, qui ont commencé à te poser des questions, puis tu t'as jasé avec eux autres et tout ça. Et Élise, tu t'es rendu compte qu'il y avait un jeune du nom de Matthew Lane, qui en fait, lui, c'est le voisin d'en face. C'est l'enfant voisin d'en face de Monsieur Kenning. Dans le fond, s'il habite en face de chez M. Kenning, il connaît le jeune. Ils ont quelques années de différence. Là. Matthew Lane est un peu plus jeune que Joseph. Sauf qu'il a déjà passé du temps avec. Ils ont déjà joué ensemble quand il était beaucoup plus jeune. Sauf que là, il y a eu la marge de différence. Ça fait en sorte que Matthew était peut-être un peu trop enfantin pour Joseph ou vice-versa. Et Joseph, ils ont perdu contact un peu. Mais effectivement, si tu lui parles, tu te jasais avec, tout ça. Effectivement, qui te fait mention à un moment donné que genre, ça fait un bout de temps qu'il l'a pas vu passer, ni lui ni sa mère, puis que ça s'est jasé un peu en général de la situation actuelle avec tout ce qui se passe en ville, les jeunes, mais
si mettons que tu poses la question à d'autres, les autres personnes ne connaissent pas nécessairement Joseph parce qu'il lui a été beaucoup sur l'enseignement privé. Fait que les autres personnes ne le connaissent pas. Il y a vraiment seulement le jeune d'en face. Mais tout de même, si tu écoutes les discussions, toutes les personnes qui habitent, on va dire, dans cette périphérie-là, de gens plus fortunés, ils parlent tous d'un événement qui est arrivé il y a à peu près 1 mois. Puis ça serait dans le fond, il y aurait eu, il semblerait, selon les rumeurs, du moins ça a été l'hypothèse qui a été mentionnée, qu'il y aurait eu peut-être une météorite qui se serait écrasée dans la forêt en arrière de chez Monsieur Kenning, puis que l'Université Miskatonic avait envoyé des jeunes de l'université investiguer, puis faire des fouilles puis des recherches, mais malheureusement, il n'y a rien qui a été trouvé. Oh, intéressant. Moi, pendant ce temps-là, je suis en train de donner un cours sur la Révolution américaine, mais avec un point de vue beaucoup trop britannocentrique. C'est à ce moment qu'il était du devoir de Sa Majesté de maîtriser cette ignoble révolte de paysans. Les jeunes sont super pas sûrs de ça, mais tu connais bien ton dossier. Ils sont genre, Et ils décidèrent de jeter le thé à même l'eau. Pouvez-vous croire un crime impardonnable contre tout sujet de Sa Majesté qui se respecte? C'est parfait. Une joke de Boston côté, Tea Party. Ben oui, c'est ça, c'est parfait. Oui. De votre côté, M. Bill Raccoon Smith ainsi que Serge Dutalon, lors de la soirée, vous allez vous promener autour de la maison. C'est bien ça, je comprends. Exact. Parfait. Ouais. Imaginez vraiment une grande demeure échelonnée sur 2 étages qui finit en espèce de petite... pas en pointe, là, mais en espèce de petit toit un peu... une petite tour un peu carrée qui termine le haut de la maison avec une petite fenêtre, une petite window ronde. Il y a plusieurs arches situées de chaque côté de la maison en vitre également. Il y a un grand portique en avant qui fait une espèce de grand patio qui permet de pouvoir se déplacer, ainsi que du moins de l'endroit où est-ce que vous êtes, vous pouvez percevoir ce qui semblerait être une véranda à l'arrière. Plusieurs fenêtres au premier étage. Est-ce que vous essayez de voir quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce que vous allez essayer de vous approcher ou vous restez vraiment comme au niveau de la rue ou c'est quoi votre approche? Il y a une chose que je ferais, puis après ça, je te laisserai aller, Bill. Moi, je vais juste regarder s'il y a des murets de pierre ou des portes autour qui nous empêcheraient de nous rendre sur le terrain. Y a-t-il une clôture? Y a-t-il Il y a une clôture. Il y a une clôture qui est fermée. Une espèce de clôture en fer. Puis es-tu 6 pieds, 20 pieds? Non, elle est pas très haute. C'est probablement surtout pour délimiter le terrain en question, plus que pour vraiment faire fuir les bandits. Là. Cool. Tu pourrais la traverser, là, passer par-dessus sans grande difficulté. Parfait. Ben, la dernière chose que je fais, c'est que je vais faire le spotter pour mon ami le Raccoon. Je vais me promener dans la rue, puis si jamais quelque chose, je vais siffler. Parfait. Okay. Moi, j'imagine vraiment Raccoon faire honneur à son nom. Puis, tu sais, s'il y a les espèces de gouttières, justement, qui sont accrochées après les murs là, de cette époque-là, là, il essaierait de s'agripper, puis de monter sur un toit, puis d'essayer de voir à travers les fenêtres. Lui, il cherche un livre, là, puis il a entendu parler d'une bibliothèque. Il dit, il faut qu'on trouve un livre. Fait que là, il cherche, voir s'il trouve pas un salon, quelque chose, tu sais, à travers les fenêtres. OK. Puis tu vois, la majorité des... Attends-moi ici! Ouais. Là, il monte en haut, puis... En fait, tu essaies de voir à partir d'une autre maison, l'intérieur, c'est bien ça? Ouais. OK. Je savais que rendu là, puisque l'endroit est très isolé, tu montes plus comme sur un arbre, en fait. Okay, un grand arbre, un grand chêne assez large que tu grimpes sans grande difficulté. Tu arrives en haut, puis tu jettes un coup d'œil, tu essaies de voir de l'autre côté. Je te demande de me faire, s'il te plaît, un jet de sagesse. OK. Un jet de sagesse. Hein? Wisdom. Réussi avec 10. Ah ouais, ça va bien quand même, vos jets. Ouais. Jette un coup d'œil. Plusieurs choses que tu remarques. Tu remarques que toutes
les fenêtres du second étage sont fermées, même les ballons sont fermés ainsi que les rideaux. OK. Il n'y a aucune lumière qui est allumée au second étage. OK. Premier étage, tu vois que les lumières sont allumées. Il y a une bibliothèque en rentrant dans la maison. Si tu rentres par l'avant, il y a une bibliothèque à gauche. Tu vois dans le fond des rangées de livres dans des étagères. À droite, ça ressemble. La première salle à droite, quand tu rentres, ça ressemble à une espèce de salle de parloir, de parlor, qui appelle en anglais. C'est vraiment pour discuter, jaser, un genre de salon en quelque sorte. Il y a des petits fauteuils installés avec un petit feu de cheminée. Tu vois Monsieur Kenning marcher à l'intérieur de sa maison. Il passe du salon à la bibliothèque, de la bibliothèque au salon, mais tu le vois disparaître plus loin, il revient. Tu vois qu'il n'est pas seul. Il y a une autre personne avec lui. Une espèce de grand monsieur vêtu en complet, très sérieux, que tu sais, il a de l'air d'être tu pourrais quasiment dire, tu connais l'espèce de regard, allure typique d'un criminel. Là. Il a de l'air d'un bandit. Là. Il est comme super habillé, mais un bandit de la mafia, là, très très chic. Puis lui, il a des bras croisés et tu l'as pas vu bouger une seule fois. Il était dans le fond dans le salon debout à côté du feu et tu l'as même pas vu comme bouger du pied là. OK. Y a-tu un plus beau saut que le mien? Oui. Oui. OK. Et je vais dernière descendre. Je vais chose. faire un compte-rendu, Serge. Ouais. Merci. Dernière de chose spot. Dernière chose que tu as pu voir, Bill, que je te dis avant que tu descendes. Oui. Tu vois, étrangement, c'est probablement que tu le remarques au moment où tu commences à descendre l'arbre. Tu aperçois vraiment qu'il y a comme une. Ça dure quelques secondes seulement. L'impression d'une lueur verte qui proviendrait de la forêt, derrière la maison. OK. Probablement que... c'est bizarre, ça. On va descendre. Puis, Parfait. t'as-tu vu ça, dans la forêt? Non, je regardais la rue. Ah. C'est souvent rien, là. C'est-tu là qu'on pète une fenêtre, puis que quand il sort, on le pogne, on l'amène à la chambre, puis on le convainc de donner son livre? Mais non, on est en pleine journée, là. Je veux dire. Mes idées passent jamais ici. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça parce que d'un côté, on a comme genre les deux dégueux qui font des affaires, puis de l'autre bord, on avait genre les deux plus distingués. C'est tellement classique. à l'école. C'est tellement Ice Movie, là. Vous êtes comme les deux voleurs dans les 101 Dalmatiens. Moi, tu disais ça, moi, je pensais à genre Home Alone, là. Moi aussi, je suis en mode maman, j'ai raté l'avion. Là. C'est de nous. C'est de nous. Oui. C'est parfait. J'adore. Parfait. Donc, je vais laisser passer la soirée. Vous avez chacun fait vos trucs. Et dès le lendemain matin, je repars dans le fait, à partir du moment où est-ce que vous vous retrouvez tous dans l'espèce de petit café, le café d'Astur, où il y a des petites tasses de thé et de café chaud qui vous ont servi. Puis la madame, elle savait que vous deviez passer. C'est la madame en question, c'est encore la même dame qui doit travailler pour l'homme qui vous a engagé. Puis elle vous fait même pas payer le café. Là. Vous êtes rentré, vous êtes assis, elle est allée vous porter votre tasse. Une espèce de madame dans la fin quarantaine, début cinquantaine. Un petit air sérieux, mais elle vous pose pas de questions. Elle a pas le droit de poser de questions. Elle retourne vers son comptoir. Puis vous êtes seulement les quatre ensemble. Thank you, boss. Puis, vous trouvez quelque chose? Oh, je suis content que vous posiez la question, Serge, dit Archibald en donnant quelques coups de cuillère sur son œuf à la coque. Oui! Il a pété dans son petit truc, là. Et voilà. Yes. Là, c'est quoi l'information qu'on a jusqu'à maintenant? Là? Élise, je pense qu'on s'est briefé hier. Oui, à la fin de cette discussion-là, j'imagine qu'on s'est parlé. En fait, à la fin de cette scène de Titora, j'imagine qu'on s'est parlé, puis que moi, je t'ai fait part du fait que Joseph n'a pas été vu depuis 2 semaines. C'est peut-être normal, c'est peut-être pas normal, mais ce qui est pas normal, c'est qu'il y a un météore qui est arrivé dans la forêt.
Il y a possiblement un météore qui est tombé dans la forêt. Est-ce que cela nous permet d'établir un lien entre la mystérieuse disparition du fils Kenning? Je trouve ces deux événements bien éloignés et basés sur de la pure spéculation. Mais là, Oui. vous dites météore. C'est quoi, c'est un météore? Un météore est un corps céleste qui entre dans l'atmosphère terrestre et se désagrège comme une traînée flamboyante dans le ciel. Ok, boss. Ça me dit pas plus c'est quoi, mais nous autres, on a fait le tour, là. On a fait le tour de la maison, là. Ah, et qu'avez-vous trouvé, Raccoon? Je suis certain que ce petit voyage de reconnaissance vous a rempli d'informations toutes plus fascinantes les unes que les autres. Ben ouais, ben c'est ça. On a vu tout le premier étage, c'est tout fermé. Il n'y a pas de lumière. Les fenêtres sont fermées. Pas moyen de rentrer là, d'après moi. Alors, on a vu le monsieur, là, le riche, là, dans sa cabane. Puis il y avait quelqu'un d'autre, mais il avait l'air bien tranquille. Il bougeait pas. Mais là, moi, dans la forêt, quand je suis descendu de mon spot, j'ai vu quelque chose briller dans la forêt. Je sais pas si ça a rapport avec ce que vous parlez de corps de je sais pas quoi, là, mais... Serait-il possible qu'il s'agisse de la même forêt où le dit météore se serait écrasé plus tôt? Ben, ce que je te dis, ça vient du bois dans l'arrière de la maison, là. Mais moi, je l'ai vu, mais ça, j'ai rien vu, là. Je me suis peut-être un reflet de gouttière avec le soleil dans la face, là. Je sais pas, là, mais... Ça, c'était vert. C'est ça que je trouve bizarre. C'était vert. Pensez-vous qu'il serait peut-être éclairé d'aller faire un tour dans le bois avant la réception de ce soir? Certainement. S'il s'y passe des choses incompréhensibles, cela pourrait éventuellement venir nous nuire dans un cambriolage. Je suggère que nous allions en reconnaissance et fassions un tour des lieux afin de déterminer une route pour nous échapper dans le pire des cas. Ok, boss. J'ai vu à la bibliothèque aussi que Boss il nous a parlé. Là, tu rentres, puis tu tournes à gauche, puis il y a comme une grosse bibliothèque. Là. Fait que, s'il y a un livre moi, j'ai pas de livre, là, mais si j'avais des livres, je les mettrais avec ses amis, puis ses petits frères, puis ses petites sœurs. Fait que je les mettrais là tu sais, dans la bibliothèque. Mais ça, c'est moi, ça. Bon. Eh bien, serait-il... Je crois qu'il serait avisé d'adresser ces deux problèmes en même temps. Si vous le permettez, certains d'entre nous devraient aller vérifier en reconnaissance ce qui se passe dans la forêt, alors que d'autres distrairaient et s'occuperaient de prendre en main l'attention de notre cible en lui rendant visite directement. Elle en prend sa bosse. Moi, je suis pas... Je vais aller dans la forêt, moi. Serge, veux-tu aller dans la forêt? Oui, puis le raccoon, on va aller dans le bois. Ouais. Fantastique. Ça vous convient-tu, Mr. Gentleman? Eh bien, tout ceci me semble être une très bonne idée. Nous nous donnerons rendez-vous... Là, quelle heure il est, là? Où est-ce qu'on est, là? Présentement, vous êtes au café, il est peut-être comme 8h30 le matin. OK. Bien, on pourrait aller faire ça. Je suggère que nous nous donnions rendez-vous à midi même, ici, dans le café. Roger, boss. Bon, ben, parfait. On se rejoint à midi. Oh, merci, Serge Oldboy. Quant à vous, Élise, seriez-vous disposé à m'accompagner afin de crédibiliser notre petite mascarade habituelle? Si vous avez l'intention qu'on garde les mêmes personnages qu'on l'avait un peu plus tôt, oui, pas de problème. Oh, je ne vois pas pourquoi changer deux alias aussi efficaces jusqu'à maintenant. Et surtout que nous avons aussi maintenant la crédibilité des enfants du quartier.
Tout à fait. Le point de vue sera tout valable dans toute cette histoire, j'en suis certain. Restons positifs. Oui. Donc, on a Bill Raccoon Smith ainsi que Serge Dutalon qui vont aller dans la forêt derrière la demeure. Et Archibald Chat et Élise de Boncoeur vont aller cogner pour se présenter comme étant des tuteurs, j'imagine, puisque vous êtes reconnus dans le quartier. Exactement, parfait. Bon vieux professeur d'histoire. Ouais. Vous y allez en même temps. En porte-à-porte. En porte-à-porte, oui. C'est exactement ce que j'ai dit qu'on n'allait pas faire. On est pile en train de faire prof d'histoire en porte-à-porte. En même temps, vous êtes référé par l'enfant d'en face, peut-être. Ou, je travaille à l'école. Oui, exactement. Exactement. Fait que parfait. Fait qu'on va commencer avec... je vais commencer avec vous, Archibald Chat et Élise de Boncoeur. Pour ça, je vais aller avec les boys en arrière. Vous allez dans le coin de la demeure, c'est-à-dire au 34 Narrow Street, vraiment situé un peu plus en périphérie du centre-ville. Comme je mentionnais, c'est la seule maison, disons, de son côté. En face, il y a une autre demeure sensiblement pareille d'une famille assez aisée. Vous avez discuté avec le jeune qui habitait là la veille, Matthew Len. Et vous pouvez voir à cette heure-ci où est-ce que vous arrivez. Il doit peut-être être 9h15, 9h30 au maximum. La grande demeure, comme vous l'avez mentionné, M. Raccoon, les fenêtres du deuxième sont fermées, les rideaux fermés. Les fenêtres du premier sont ouvertes. Il y a un peu de lumière qui peut être perçue depuis les fenêtres du premier étage. Vous approchez du grand portique, l'espèce de grande véranda d'en avant qui fait le tour en partie de la grande maison de style victorienne anglaise. Et oui, c'est une grande porte en bois avec le chiffre de la demeure marqué dessus. Qui cogne? Je vais m'en occuper. Parfait. Tu cognes un peu. C'est une espèce de petit cognement. T'attends quelques secondes. Le petit cognement qui fait toc, 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 toc. Parfait. Ce fameux cognement-là. Qui met en confiance tout de suite l'individu. Oui, j'en suis certain. C'est là que ça a été inventé. C'est vrai que ça a été inventé. C'est ce bout-là, c'est ce moment-là précis, la première fois. Et après quelques secondes, vous entendez la porte se débarrer. Elle s'ouvre et vous voyez un grand homme vêtu un peu en majordome qui ouvre la porte. L'air curieux, surtout curieux, plus que pas inquiet, pas fâché de voir des personnes qui viennent cogner si tôt le matin, un jeudi matin. C'est un grand monsieur, un peu ventripotent, mais bien habillé, les cheveux un peu lissés sur le côté, une petite moustache, le cou assez gras. Il vous regarde, il fait est-ce que je peux vous aider? Oh, la question est surtout si nous pouvons vous aider, vieille âme. Je suis le professeur Rupert Mountbatten. Je travaille depuis récemment à donner du tutorat à l'école de la ville. Et je... Oh, ouais, merde, j'avais pas prévu le plan jusque-là, moi. Et je... Qu'est-ce que je fais ici? Et Élise prend la balle au bon. Nous avons rencontré hier tous les élèves qui étaient dans la classe de votre fils Joseph et nous avons pris l'initiative d'aller rencontrer tous les parents d'élèves qui étaient absents lors de cette première rencontre. Nous avons besoin de savoir si votre fils a besoin de tutorat à l'école. Vous ai-je présenté ma fille? À ce moment-là, l'homme en question se penche vers toi, Élise, et il dit vous parlez bien vite, mademoiselle. Je suis en fait Léon Turner, je suis le majordome de l'endroit, je ne suis pas le maître des lieux. Ah! J'imagine que vous êtes venu pour parler à Monsieur Thomas Kidding. Oh, mais bien sûr, quelle regrettable mésentente de notre part. C'est exactement la personne à qui nous voulions parler. Oh, il n'y a pas de problème, eh bien... Je vais voir si M. Kenning peut vous recevoir à l'instant même. Rentrez, venez vous asseoir dans le salon. Est-ce que je peux vous offrir une tasse de thé? Oh, mais ce ne sera certainement pas de refus, vieille âme. Si vous pouviez l'accompagner d'un nuage de lait, je serais des plus heureux. Au moment où tu fais la mention du nuage de lait, il est genre comme... il s'éloigne. Un peu dégoûté.
et vous pénétrez l'endroit. Vous voyez qu'au moment où vous rentrez, c'est typique maison de ces années-là. Vous êtes dans un espèce de petit vestibule. Devant vous, il y a un très grand hall qui continue, qui traverse au complet le premier étage, mais qui est entrecoupé à 4 endroits, deux fois à gauche, 2 fois à droite, menant à d'autres pièces. Vous, dans le fond, il vous fait rentrer le grand hall, il vous fait tourner à droite dans l'espèce de petit salon, le grand salon plutôt. C'est une très, très grande pièce avec des divans en cuir super confortables. Vous voyez qu'il y a un foyer qui est allumé avec du petit bois, du petit bois de feu à côté, là, vraiment pour des débuts de foyer, avec plusieurs petites bibliothèques avec des livres, des ouvrages posés ici et là, une espèce de vieux meubles en bois antique avec des photos pas des photos d'époque parce qu'on est de l'époque, là, mais des photos. Ah, c'est ça. Des photos, quelques photos, surtout des dessins représentant des membres de la famille. Vous voyez qu'il y a une médaille qui est comme encadrée dans un cadre accroché sur un mur. Vous voyez également qu'il y a une espèce de globe terrestre dans un coin qui se maintient sur son astre. Il y a plein de petits objets de ce genre-là. Et au moment où vous rentrez dans le salon à droite, vous pouvez vous asseoir sur un petit divan et vous entendez des gens bouger ailleurs dans la maison, que ce soit dans les pièces annexes. Une fois que vous êtes dans le divan, vous avez comme accès visuellement à la salle située en face, qui est comme un peu une extension du divan, mais il y a aussi comme une table de billard placée là, de l'autre côté, ainsi que, on dirait une zone un peu plus pour adultes, avec des bouteilles de fort accostées sur un muret qui ne sont pas cachées malgré la prohibition actuelle. Et vous êtes là assis sur le divan en train d'attendre quelques secondes, 1 minute ou 2. Le majordome revient avec un plateau avec le thé à l'intérieur dans des petites tasses. Il vous place ça devant vous. Il t'a mis ton petit cop de lait pas loin de toi, Archibald. Il vous regarde, il fait je avertis M. Kenning de votre arrivée. Il arrive dans quelques minutes, il termine de s'habiller. Il est à vous. Je vous en prie. Est-ce que je peux faire autre chose en attendant? Oh, je crois que tout a déjà été fait à merveille, vieille âme. Puis là, je lève un petit peu ma tasse de thé et je drop un sucre dedans. Parfait. Fort bien. Je vous souhaite une belle journée, monsieur, madame, mademoiselle plutôt. Puis il s'éloigne, oui. Puis oui, il disparaît dans une pièce annexe. Et vous êtes les deux seuls dans le salon à attendre. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier d'ici à ce que M. Kenning arrive? J'aimerais investiguer la bibliothèque. Il y a une petite bibliothèque dans la salle où est-ce que tu es. Sinon, si tu veux aller voir la grosse bibliothèque, ça va être dans l'autre pièce à côté, de l'autre côté du hall. Très rapidement. Non, tu sais quoi, je vais commencer par la petite bibliothèque qui est dans la salle. Parfait. Tu te lèves debout, tu t'en vas investiguer la petite bibliothèque dans la salle. Je vais te demander, Charles, s'il te plaît, de me lancer un petit jet de flashlight, qui est comme le jet de recherche. Ok, oui, avec le... Donc, je lance le dé qui m'est indiqué. Parfait. Exactement. Je l'ai. Parfait. T'as eu combien? J'ai eu 4. Parfait. L'important, c'est de ne pas avoir 1 ou 2. Tu fais tes recherches, tu commences à checker les livres un peu, tu feuilletes. Tu vois que c'est beaucoup de livres de géographie, en fait. Beaucoup de livres en lien avec le voyage, les départs. Tu vois qu'il y a beaucoup de livres d'anthropologie sur les peuples, les peuples des différentes régions du sud de l'Asie. Tu vois qu'il y a certains ouvrages sur les artefacts de certaines fouilles archéologiques situées dans la même région aussi du monde, l'Asie, dans le coin de l'Himalaya, Népal, Bhoutan, etc. Et tu vois que c'est très classique de cette bibliothèque-ci. Il n'y a rien qui te fait tilter le regard. D'accord. Mais néanmoins. Parfait. Est-ce que tu vas faire un tour à l'autre bibliothèque ou...
Non, pas tout de suite. Parfait. Oui, après peut-être 1 ou 2 minutes, vous entendez quelqu'un descendre les escaliers. Vous voyez un grand homme roux, les cheveux un peu ondulés, quelques picots dans la face, dans la quarantaine. Quand même bien habillé, une espèce d'habit de journée de monsieur un peu en congé, mais qui veut quand même bien paraître. Il a de l'air un peu surpris, mais il cache son effet de surprise et même peut-être un peu de mécontentement de vous voir là, derrière un sourire tout de même très accueillant. Il vous regarde avec un grand sourire, puis il fait Bonjour, je suis Thomas Kenning. Puis, rapidement, il fonce vers toi, Archibald, pour comme te serrer la main, là, peut-être de manière un peu frénétique. Puis il se tourne ensuite vers Élise de Boncoeur pour aussi te serrer la main. Puis il fait je suis le maître de la maison. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, je suis le professeur Rupert Mountbatten, archéologue ainsi que professeur d'histoire à l'école d'Arkham. Moi et ma fille faisons présentement du porte-à-porte chez les familles des élèves que nous prenons en tutorat. Et nous nous demandions si votre fils serait intéressé à faire partie de cette leçon particulière après les cours. Tu vois, dès que tu mentionnes ça, il fait écoutez, je suis très touché de votre intention, mais je suis moi-même plutôt assez féru en termes d'histoire et d'archéologie. Je m'occupe de l'enseignement de mon enfant à ce propos. Et malheureusement, vous voyez, il est présentement en voyage chez de la famille du côté de ma femme à Boston. Oh, eh bien, j'ai l'impression que nous nous sommes déplacés pour rien. Mais néanmoins, je crois remarquer, d'après votre bibliothèque, que vous avez une spécialisation pour les cultures du sud de l'Asie, n'est-il pas? Il est comme un peu surpris. Là. Il fait mais oui, est-ce que j'ai affaire à Puis, tu sais, ses yeux pétillent d'intérêt de voir quelqu'un qui s'intéresse réellement à ce qu'il dit, là. Il fait effectivement, voyez-vous, je suis justement en train de lire vraiment quelque chose de super intéressant concernant, en fait, vous voyez, un des seigneurs de la première année de la République de Chine, Monsieur Feng Xuan, il a été renversé le 20 avril dernier, et j'étais en train de lire un article super intéressant concernant, en fait, son histoire, ainsi que tout ce qui comportait sa biographie en quelque sorte, mais voyons, il se parle un peu, il est comme, est-ce que... rappelez-moi, votre nom, Monsieur Archibald... non, pas Archibald, ça, c'est Rupert Mountbatten. Rupert, c'est bien ça. Eh bien, écoutez, je suis un peu surpris tout de même de voir des gens qui mentionnent cet intérêt. Est-ce que vous-même, vous avez étudié... à quelle école avez-vous vous avez fait vos études? On a peut-être été dans des cours ensemble. J'ai bien peur, à moins que vous n'ayez étudié à Oxford, j'ai bien peur que nous ne soyons pas croisés sur les bancs de l'école. Néanmoins, je suis archéologue et j'ai une passion pour les artefacts historiques, spécialement, quelle coïncidence vous me direz, ceux provenant du sud de l'Asie. Et c'est une de mes spécificités ainsi que curiosités scientifiques. Quel hasard que nous nous croisions aujourd'hui. Mais, ouais, vraiment. Écoutez, sincèrement, dans d'autres circonstances, je vous aurais invité à dîner, mais malheureusement, voyez-vous, je suis un peu occupé aujourd'hui et tu vois que pendant quelques secondes, il arrête de parler, puis son regard se perd un peu dans le vide, puis il se penche un peu la tête, puis il fait... Mais tout de même, si vous voulez, je pars dimanche pour le Bhoutan, justement. Et si jamais vous voulez, vous pourriez passer demain soir. J'ai une petite réception avec quelques amis avant mon départ. Nous pourrions continuer à discuter plus amplement de vos recherches et de vos études.
Oh, ce serait un honneur d'y être invité. J'accepte volontiers, mon brave. Vous savez, je suis également collectionneur d'artefacts, si cela peut vous intéresser. Nous en parlerons plus longuement à cette réception. Voyons, je ne veux certes pas vous ennuyer avec ce genre de choses. Non, non, il y a vraiment aucun problème. Écoutez, ça va me faire plaisir. Effectivement, si vous, je ne sais pas si vous êtes, peut-être que vous êtes collectionneur d'artefacts, qu'est-ce que vous... Puis tu vois, à ce moment-là, son ton change un peu comme s'il il embarquait dans un autre mode de sa personnalité. Puis il fait, est-ce que vous êtes acheteur? Oh, acheteur, revendeur, toutes ces choses à la fois, vous savez, en autant que la bonne pièce trouve son propriétaire. Voilà ce que je dis. Fait, est-ce que tu sais, il se tourne vers toi, Élise, puis il fait, mon Dieu, je suis vraiment désolé, mademoiselle, je suis en train de discuter avec votre père de choses qui doivent absolument vous ennuyer. C'est vraiment pas mon intention de... Ah, ne vous en faites absolument pas. En fait, je suis sous la tutelle de mon père, puisqu'éventuellement, j'aimerais reprendre l'entreprise familiale. L'Asie du Sud-Est me fascine tout autant que lui. Et je l'entends parler à journée longue de ses artefacts. Et je suis moi-même intéressé par la collection amateur pour l'instant. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et j'imagine que vous avez regardé, dans le fond, ce qui s'est passé lors de l'incident de Zhongshan en Chine le 20 mars dernier. Oh, j'ai bien peur que j'ai bien peur que j'étais occupé à autre chose. Que s'est-il passé au juste? Avez-vous une histoire rocambolesque à me raconter? Oh non, non, rien. C'est seulement. Ben, j'imagine que c'est seulement le coup de force de Chiang Kai-shek contre les communistes qui l'accusent de comploter contre lui. Ça a été tout de même très, très documenté. Je pourrais vous prêter quelques petits documents à ce propos. Mais sinon, si jamais vous avez. Si jamais on peut prendre plus le temps d'en discuter demain soir, ça va me faire plaisir de pouvoir en parler avec vous. Oh, bien sûr, je suis toujours heureux qu'il y ait une répression musclée envers ces satanés communistes. Oui, exactement. Moi aussi. Donc, Ellie, c'est bien ça. Écoutez, vous avez quel âge au fait, mademoiselle? Ah, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Je suis assez mature pour mon âge, mais j'ai 16 ans. Vous pourriez vraiment vous entendre bien avec mon fils, je crois. Il est aussi très féru d'histoire et très intéressé par la question. Sera-t-il présent demain soir? Non. Non, comme je vous l'ai mentionné, il est en dehors de la ville avec la famille, mais nous allons nous retrouver juste avant du départ du Bhoutan. En fait, je vais les rejoindre à Boston. Nous prenons l'avion à partir de là. Ah! Élise et Archibald, vous pouvez les deux me faire un jet de sagesse. J'ai, avec mon profil de cambrioleur, Oui. la fonction érudit, Oui. qui me permet, une fois par heure réelle, de Oui. réussir automatiquement un jet de wisdom. Oui. J'ai envie de l'utiliser. Parfait. Parfait. Si tu veux, je peux te laisser attendre de voir si Charles a réussi ou non. Je vais attendre. J'ai réussi. Je vais pas faire ça. Parfait, c'est sûr. Je peux rouler aussi. Oui. J'ai réussi. Laissez faire. Parfait. Vous voyez définitivement, il voit de la bullshit. Il est extrêmement mal à l'aise en dessous de son sourire contaminant, mais il est excessivement mal à l'aise dès qu'il aborde le sujet de son fils. Puis, tu as vu presque même un petit effet de nostalgie dans sa voix, Élise, lorsqu'il l'a mentionné, le fait que tu t'entendrais bien avec. Et dès que vous avez terminé ce segment de la conversation, il fait: écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'ai moi-même des choses à faire pour le reste de la journée. Je dois malheureusement vous accompagner jusqu'à la sortie, si ça ne vous dérange pas. Mais non, voyons, bien sûr, nous avons pris amplement de votre temps, mon brave. Nous nous reverrons pour d'autres conversations, certes édifiantes à cette réception. Merci beaucoup encore. Parfait. Vous vous levez, puis vous dirigez vers le hall pour pouvoir quitter l'endroit. Et avant de partir, alors que vous êtes en train de discuter avec lui ou jaser de choses et d'autres, je vais demander encore une fois à vous deux, vous pourrez me faire un jet de flashlight, s'il vous plaît. Réussite.
Réussite. Ah non, j'ai un 2. J'ai un 2. Oh! Dans le fond, tu vas baisser ton niveau de flashlight. Schnutos. Parfait. Et Élise, tu vois, lorsqu'il vous parle, il vous discute, puis il vous emmène vers la porte de sortie, il vous pousse un peu vers la sortie, et vous échangez avec lui. Probablement que c'est un moment où Archibald a vraiment comme un eye contact avec lui, puis il discute de plein d'affaires qui n'ont aucun sens en lien avec la révolte du gars que j'ai mentionné tout à l'heure. Tu vois vraiment dans le fond du hall un homme debout, vêtu d'un complet, qui est comme un peu situé à moitié dans le plan du hall et dans la moitié dans une autre pièce annexe. Et tu sais qu'il te regarde avec un air genre d'un sérieux à te glacer le sang. Et je lui lance un sourire incroyable tout en passant le code de porte. Parfait. Et vous repartez pour vous retourner en fait jusqu'au café pour attendre les autres gars qui vont faire leur segment aussi à ce moment-là. Si vous m'aviez vu étant panoté sur mon clavier des recherches sur les années 20 en Afrique, j'étais vraiment genre... J'étais allé chercher genre, oui, bien sûr! J'étais là. Bien. Bravo! Un spécialiste, qu'est-ce que c'est ça, man? Ouais. On serait rendu à vous, les gars, dans votre segment pour le bois, mais ça va être pour la prochaine fois. Puis là, je Quelle oui, surprise. on est surpris. Quelle surprise, quelle surprise. Ça va pour ça. On joue tellement mal, ce bout acté-là. Là. Bref, merci aux personnes qui ont commenté. Merci beaucoup à Charles d'être venu jouer avec nous dans cette partie de l'appel de Cthulhu. Toujours très apprécié. C'est très, très... On installe l'ambiance, on installe le tout, quelques mystères à gauche et à droite. Merci aux personnes qui commentent et qui viennent s'abonner également. On a bien sûr un Patreon où est-ce que vous allez avoir accès à la suite de cette aventure plus rapidement que les autres. C'est toujours un plaisir. Et sur ce, on se dit, messieurs, dames, à la prochaine fois.